Laurent va vous parler en fait des outils TIS à disposition des enseignants pour comment dire, pour intégrer les outils numériques dans la pratique pédagogique de classe et surtout pour favoriser la coopération et l'interaction entre les apprenants. Juste pour vous rappeler, alors partager mon écran, je vais vous montrer ça. Ok. Vous rappelez qu'on a donc l'espace virtuel. Et dans l'espace virtuel, on a une section donc formation qui est ici, qui est vraiment destinée aux enseignants et dans laquelle vous allez trouver plusieurs collections et notamment la collection outils TIS qui en fait vous permet, vous donne des idées en fait sur les outils que vous pouvez utiliser en classe et puis notamment qui vous donne en fait des fiches qui sont toujours comment dire, élaboré en 3 parties, où on vous explique ce qu'est la fiche, enfin ce qu'est l'outil. Par exemple, ici, c'est le cas de Tagul, qui maintenant d'ailleurs a changé de nom, je crois, qui est pour créer des images de mots. On vous explique donc à quoi sert en fait l'application. On vous explique ensuite, on vous montre un exemple, et un exemple aussi en ligne. Et enfin, on vous donne aussi des idées, en vous expliquant quel est l'intérêt de l'outil pour la classe et en vous proposant des idées d'activité. Donc voilà, et donc ça, vous en avez tous les mois, vous avez un nouvel outil avec une nouvelle fiche qui sont disponibles dans cette section formation. Et donc il y a aussi bien des outils très simples à utiliser et des outils plus complexes et voilà, qui font plus appel à des compétences techniques plus avancées. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Voilà, parce que comme enseignant, des fois, on s'y connaît bien et on a envie d'expérimenter de nouvelles choses. Et des fois, on a envie de se former là-dessus, on ne connaît pas très bien, on a envie de tester un peu des outils qui soient faciles à utiliser. Donc là, vous avez vraiment cette possibilité avec la section de l'espace virtuel. Donc, pour ceux qui sont déjà utilisateurs de la plateforme, donc vous pouvez aller explorer la collection TIS dans la section formation. Et pour ceux qui ne sont pas encore utilisateurs de la plateforme Espace Virtuel, vous pouvez juste déjà vous créer un compte gratuit et aller voir donc dans cette section. Et vous avez donc au moins à chaque fois un exemple gratuit pour vous donner une idée de ce qu'on propose pour vous, pour les enseignants, pour vous former et voilà, vous donner envie de faire des choses créatives dans vos classes. En tout cas, merci à tous pour votre attention. Et puis, ben, je vous dis bonne formation, bonne écoute avec Laurent. Et puis, encore merci à Laurent. Et puis, on se retrouve bientôt en ligne, du coup, toujours dans la section espace virtuel où vous allez Merci trouver Anne. la vidéo quand elle aura été enregistrée suite à cette session. Voilà, merci. Au revoir. Et il faut que je me déconnecte. Allez. Ok, alors ça doit être bon pour tout le monde là. Est-ce que vous voyez la première diapo? Oui, ok, parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis assez impressionné, hein, 153 participants du monde entier, donc je vais essayer d'être le meilleur possible. Donc, merci à la Maison des Langues de me recevoir et ravi d'être avec vous aujourd'hui pour une toute petite heure ou moins d'une heure sur une thématique qui est comment renforcer la participation des apprenants en classe avec le numérique. Alors, nous allons voir ensemble quatre exemples pratiques. Alors, le format de ce webinaire est relativement court, donc je vous invite à poser vos questions dans l'espace que vous avez en bas, là, qui s'appelle questions et réponses. Et puis Aurélie ou Anne me les transmettra soit en cours du webinaire, soit à la fin de ce webinaire. C'est bon pour vous? Allez, c'est parti. Je vais rapidement me représenter, même si Aurélie m'a présenté tout à l'heure. Donc, enseignant de FLE avec un très long parcours à l'international. Je suis aujourd'hui conseiller pédagogique numérique pour Innovatich et à ce titre, j'accompagne les établissements et les enseignants sur le numérique, les nouvelles pédagogies
et avec un focus tout particulier sur les outils nomades, donc tablettes, smartphones, et le développement des compétences du 21e siècle. Alors, un petit mot sur Innovatich, donc la structure que j'ai fondée. Alors, depuis sa création en 2014, j'interviens assez régulièrement dans des rencontres et des colloques, les derniers étant justement la rencontre FLE de la Maison des Langues à Madrid et puis la rencontre FLE à Montpellier. Et j'ai formé depuis 400 enseignants sur le numérique et les outils nomades dans des contextes favorables et hostiles, parce que c'est un petit peu mon cheval de bataille depuis des années, de faire comprendre que une utilisation, on va dire, efficace du numérique en classe ne dépend pas du budget, ne dépend pas du nombre d'appareils dans la classe, ne dépend pas de la bonne ou de la mauvaise connexion. Donc c'est ce qu'on va un petit peu voir aujourd'hui. On va développer un petit peu ces quatre exemples et puis vous verrez un petit peu ce que ça donne. Alors, peut-être juste avant de développer ces quatre exemples, j'aimerais partager avec vous une réflexion et vous me direz je vais regarder un petit peu le question-réponse pour voir si justement vous partagez le même questionnement que moi. Alors c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, dans beaucoup de systèmes éducatifs dans le monde, on est face à un véritable questionnement sur la manière d'enseigner. Et j'aimerais vous poser la question et qui est illustrée par cette petite image. Est-ce que aujourd'hui on peut continuer à enseigner de la même manière dans une époque différente, avec des générations d'apprenants différents, par un modèle, le même modèle que nous on a eu quand on a étudié à l'école, c'est-à-dire un modèle unique, hein, tout le monde fait la même chose au même moment et un modèle assez descendant. Est-ce qu'on peut continuer à enseigner de la même manière quand on a un accès au savoir qui s'est beaucoup démocratisé et qui permet un accès, on va dire, beaucoup plus rapide au savoir. Donc, dites-moi dans le question-réponse si vous êtes d'accord avec moi. Donc, est-ce qu'on peut enseigner de la même manière par rapport à ça? Est-ce que on peut continuer à utiliser les supports traditionnels que l'on connaît en classe et ignorer l'arrivée de nouveaux outils? Alors, on connaissait les outils type ordinateur fixe ou ordinateur portable, mais là, de plus en plus, on a l'arrivée d'outils nomades, que ce soit les tablettes ou que ce soit les smartphones des apprenants. Et alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on les ignore? Est-ce qu'on les utilise? Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux réseaux sociaux? Puisqu'on sait que beaucoup d'apprenants aujourd'hui communiquent par ces réseaux, beaucoup d'enseignants aussi partagent des pratiques pédagogiques par rapport à ces réseaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces réseaux? Est-ce qu'on l'ignore? Qu'est-ce qu'on fait par rapport au nuage qui permet très facilement de partager toutes les productions qui vont être réalisées en classe, alors que ce soit les productions texte, que ce soit les productions audio, que ce soit les productions photo, que ce soit les productions vidéo. Donc voilà, c'est tout un ensemble de questions qu'il est important de se poser. Et il me semble également intéressant, et j'en arrêterai là avec le côté purement théorique, de réfléchir aujourd'hui en tant qu'enseignant, quelle est la place que l'on donne à un apprenant dans la classe. Et j'ai voulu vous partager avec vous ce petit schéma que j'aime beaucoup, qui a été réalisé par Sylvia Duckworth. Alors si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la suivre sur Twitter. Et elle nous a fait un petit schéma avec un discours qui a été prononcé par Georges Couros, qui est un directeur d'une école au Canada qui s'intéresse beaucoup à comment enseigner aujourd'hui au XXIe siècle. Et il nous dit quels sont les 8 éléments à rechercher dans une classe aujourd'hui pour mettre vraiment l'apprenant au cœur de son apprentissage. Alors je ne vais pas tous les détailler, puisque on n'a pas beaucoup de temps, mais là vous le voyez, redonner la voix à l'apprenant, c'est quelque chose à mon avis qui est fondamental. Donner le choix à l'apprenant sur ses productions et tout un ensemble d'aptitudes qui sont aujourd'hui, à mon avis, fondamentales dans une classe, et bien évidemment tout ça en intégrant à dose modérée ou à dose accentuée le numérique. C'est ce qu'on va voir là tout de suite. On va commencer par le premier exemple.
et je vais vous mettre en activité. Comme ça, on va voir si ça marche pour tout le monde avec un outil que j'aime bien, qui s'appelle Mentimeter, qui est un outil qui permet de créer un nuage de mots collaboratifs. Alors, c'est un outil qui est disponible par un navigateur, donc on peut y accéder par tous les appareils que l'on a, hein, que ce soit les ordinateurs, smartphones, tablettes. C'est un appareil de vote, hein, donc il faut un appareil par personne. Donc, si on est dans une classe, bah, dans ces cas-là, on peut utiliser les smartphones des apprenants. C'est gratuit et il faut être connecté. Alors, je vais vous expliquer ce que vous allez faire. Alors, je vous conseille soit de prendre votre smartphone si vous avez un smartphone à côté de vous, ou soit d'ouvrir une nouvelle fenêtre dans votre navigateur pour aller sur un site que je vais vous donner tout de suite. Alors, je vais partager mon écran. Hop, hop, hop. Alors, je pense que vous avez mon écran. Alors, je vais vous donner les instructions tout de suite. Alors voilà, normalement vous les avez devant vous, avec votre appareil, que ce soit un smartphone ou que ce soit votre ordinateur, vous allez ouvrir votre navigateur et vous allez taper menti.com et en cliquant sur le lien de menti.com, vous allez accéder à une nouvelle fenêtre où il va vous demander un code à rentrer. Et ce code, c'est le 75 88 2. Alors, je vous invite à vous connecter. Et il va y avoir une question qui va être: donnez-moi 2 mots qui vous font penser au bonheur. Alors attention, hein, il n'y a pas de phrase, hein, il n'y a pas d'article plus non, hein, c'est simplement un nom. Alors j'attends que tout le monde y soit. Vous voyez, là, je vois les personnes arriver, hein, j'en ai 14, 18. Allez, ça monte, 27, 28. Je crois on est un peu plus que ça, donc je vais attendre que tout le monde y soit et vous allez voir ce que ça donne. Ça va être vraiment très intéressant à tester. Allez, 74, 77. Donc 2 mots, hein, qui vous font penser au bonheur. Je vais attendre, je vais peut-être. Là pour l'instant, vous ne voyez pas ce que ça donne, hein, ou vous le voyez derrière mon petit écran grisé. Allez, 100, 103. Allez, 110, 111, 113. Allez, c'est bloqué à 122 là. Je vais peut-être 124, 125, 126. Allez, je vais attendre un petit peu et puis je vais vous montrer là où je veux en venir. 129, 132. Allez, 133. Alors, je vous montre, hein, ce que ça donne. Pour moi, hein, ça donne quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh ben, vous avez répondu à ma question, hein, donnez-moi 2 mots qui vous font penser au bonheur. Et ces 2 mots donc se mettent dans une sorte de nuage. Et donc là, c'est vraiment un nuage de mots collaboratifs, vous voyez, hein, qui change petit à petit. Et vous comprenez bien que il y a des couleurs et il y a aussi des grosseurs de mots. Et les mots qui sont les plus gros sont les mots qui sont sortis le plus souvent. Donc là, on a donc les 2 mots qui vous font penser au bonheur. On a bien évidemment famille, soleil, amour, joie. On a quelque chose sur la mer, ça me fait plaisir, hein, puisque je suis en Bretagne, donc je vois qu'il y a aussi des amateurs. Sourire, etc., etc. Allez, je laisse tourner un petit peu
Et puis ensuite, je vais vous expliquer comment ça se passe. Voilà. Donc, comment ça se passe? Comment moi, en tant qu'enseignant, je peux utiliser ça? Eh bien, tout simplement, je peux, par exemple, l'utiliser en début de classe. Je souhaite travailler sur le champ lexical du bonheur, ou je souhaite préparer un débat argumentatif autour du bonheur. Eh bien, je vais demander à mes apprenants de faire exactement la même chose que vous. Donc, ils vont se connecter avec leur smartphone sur cet outil-là, ce nuage de mots collaboratifs, et ça va me permettre comme ça d'avoir d'un seul coup d'œil, ça va être vidéo projetée, hein, bien évidemment, soit par l'intermédiaire d'un TBI ou soit par l'intermédiaire d'un vidéoprojecteur. Et moi, comme pour mes apprenants, ça va leur permettre d'avoir d'un seul visu les mots qui ressortent, et de là, on va pouvoir commencer à discuter et à construire une argumentation par rapport à ça. Pourquoi c'est intéressant de passer par ce nuage de mots collaboratif? Parce que ça permet à tout le monde de participer, et c'est totalement anonyme. Donc vous comprenez bien que dans une classe, euh, si jamais j'ai des apprenants qui n'osent pas prendre la parole pour X raisons, si je le fais à l'oral, ça va être compliqué pour eux. Par contre, si effectivement je passe par ce type d'outils, bah, ils vont pouvoir participer beaucoup plus facilement. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux le laisser. Je peux également, alors je pense que vous continuez à le voir sur mon écran, je vais revenir sur l'interface d'édition. Donc c'était celui-là, hein, webinaire EMDL, hein, donc 146 participants. Et j'ai ici un export des résultats où je peux le dupliquer. Et si je clique sur l'export des résultats, ça m'affiche cette petite fenêtre. Donc je peux les exporter si je le veux en format Excel, mais également, hein, et vous le voyez sur votre écran, je peux l'exporter, hein, sous le format image, hein, donc avoir l'image finale, hein, de ce nuage de mots. Et là, il suffit simplement que je le télécharge, et comme ça, je récupérerai un JPEG. Donc c'est très simple à faire. Alors j'aurais pas forcément le temps de vous montrer là comment le pas à pas, hein, mais je peux très rapidement vous montrer ça en 2 secondes pour ce nuage de mots. Il suffit de créer une nouvelle présentation. Sur cette nouvelle présentation, de mettre votre titre. Bon là, moi je vais faire essai fictif. De faire la création d'une présentation. Et là, vous le voyez sur l'écran, hein, vous avez de multiples possibilités, hein, et c'est pour ça que cet outil, il est vraiment très bien, hein. Moi, je vous présente simplement que le nuage de mots, mais il y a aussi beaucoup d'autres choix. Et en cliquant sur le nuage de mots, je rentre ici ma question, je choisis le nombre de mots que la personne va pouvoir entrer, et c'est bon. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très simple à mettre en place. Je vais revenir sur la présentation, du coup, pour voir un petit peu s'il y a eu des questions. Euh, Aurélie ou Anne, si vous avez vu des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Moi, je vois tout ça. Tac. Non, bah, ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Donc moi, c'est vrai que je l'utilise, bah, comme vous le voyez sur l'écran, hein. Donc moi, je l'utilise beaucoup en remue-ménage, donc tout ce qui est brainstorming, hein, pour faire participer tout le monde. Ça peut être bien pour des préparations débats. Ça peut être bien également pour illustrer une exposition. Si l'école fait une exposition sur une thématique culturelle bien particulière, eh ben, on va impliquer les apprenants pour que eux aussi, hein, ils fassent un nuage de mots qui est en rapport avec la thématique de cette exposition, et comme ça, ce sera visible à l'entrée de l'exposition ou dans le hall d'accueil de l'école. Donc vous voyez, il y a tout un tas de possibilités qu'on peut exploiter. Si vous en avez d'autres comme ça, des idées que je n'ai pas citées, hein, n'hésitez pas à le mettre dans les questions-réponses. Je suis en train de regarder, je suis en train de voir un petit peu là. Comment on sait le code à mettre? Ben, c'est totalement automatique. Oui.
Oui, pardon, non. Est-ce que tu peux juste rappeler comment on fait pour avoir le Oui, alors code? c'est, Parce que je pense qu'il est différent à chaque c'est ça. créateur. Alors, C'est ça? c'est l'intérêt de cet outil. Vous ne faites rien. C'est c'est cet outil Mentimeter qui va vous générer automatiquement un code pour cette présentation. Et c'est donc un code qui est lié D'accord. à la présentation. Donc là, si je fais... Donc à chaque fois qu'on crée un nouveau nuage, C'est on a un ça. nouveau code. Chaque fois que je fais une nouvelle présentation, D'accord. que ce soit un nuage de mots, que ce soit un QCM, etc., ça me génère un code qui est dédié. Donc c'est vraiment très pratique hein, pour l'utilisation en classe et ça permet comme ça véritablement une utilisation directe sans se casser la tête sur des aspects techniques qui n'existent pas. Parfait. Merci. Alors, je continue un petit peu parce que je vois l'heure filer. Je reprendrai certaines questions par la suite. Donc, Mentimeter, hein, donc vous le voyez, donc c'est très bien sur n'importe quel type de navigateur, n'importe quel type d'appareil. Il faut par contre, effectivement, il faut un appareil par personne pour qu'il puisse voter. Donc, c'est ça le seul côté contraignant. Mais si en général vos apprenants sont équipés de smartphones, bah, dans ces cas-là, ils se connectent sur le Wi-Fi de l'école et puis ils vont pouvoir utiliser cet outil. Deuxième chose, deuxième point hein, qui est intéressant pour toujours hein, impliquer les apprenants dans leur apprentissage, hein, dans leur production. Un outil, un deuxième outil qui est un outil en ligne ou qui est et qui est aussi proposé en application, mais uniquement sur l'App Store hein, pour les appareils iPhone, iPad. Si vous n'avez pas d'iPhone, si vous n'avez pas d'iPad, peu importe. Hein, vous ouvrez votre Mac, vous ouvrez votre Windows hein, et vous allez pouvoir utiliser l'outil en ligne. Ça s'appelle Adobe Spark. C'est un outil qui va permettre aux apprenants de produire des comptes rendus écrits sous forme de magazine numérique. Je vais vous montrer tout de suite un exemple. Ce qui est intéressant là et ce qui fait la différence avec ce qu'on vient de voir sur Mentimeter, c'est que là il faut un ordinateur ou une tablette. Ça peut marcher avec les smartphones, mais c'est très compliqué parce qu'on a un écran qui est quand même assez petit. Mais là du coup on n'a pas besoin d'avoir un seul appareil par apprenant. Là, on va véritablement travailler en pédagogie de projet, on va travailler en groupe. Donc là, il faut un appareil pour le groupe, et s'il n'y a pas suffisamment d'appareils pour le groupe, hein, on peut très bien utiliser qu'un seul appareil pour toute la classe. Et dans ces cas-là, en fait, les apprenants vont réfléchir à la création de leur page magazine. Ils vont le faire sur le papier avec un storyboard classique et une fois qu'ils sont contents avec leur storyboard, ils vont passer à la production multimédia à tour de rôle. Donc dans ces cas-là, on peut partager euh, un appareil. Alors je vais revenir sur un partage d'écran. Je vais repartager mon écran, comme ça vous allez voir. Partager mon écran. Tac. Donc là, ça doit être bon pour tout le monde. Donc Adobe Spark. Alors, alors, je vais peut-être ouvrir une nouvelle page pour, euh, pour vous donner. Alors, normalement, vous avez en lien les adresses hein, dans le PowerPoint ou dans la présentation qui vous sera transmise après. Sinon, dans n'importe quelle moteur de recherche, hein, vous tapez Adobe Spark. Hein, et l'adresse c'est celle-ci, hein, sparkadobe.com. Alors c'est un outil qui permet de faire beaucoup de choses, qui permet de travailler sur des capsules vidéo également, mais moi ce que je veux vous montrer, c'est un des exemples de création de pages numériques par des apprenants qui sont venus en Bretagne. Alors c'est un petit coup de pub pour ma région, qui sont venus en Bretagne pour apprendre le français. Ils sont allés faire une visite à Saint-Malo. Et la tâche qui leur était demandée, c'est bah, vous ne faites pas une visite avec les mains dans les poches, hein, vous allez faire une visite, vous allez prendre des photos, vous allez prendre des informations, et tout ça, vous allez les mettre en forme dans une sorte de magazine. Alors, ce que ça donne au final, je vais cliquer sur le preview, vous allez voir, c'est assez bluffant. Et ça donne un rendu qualité assez intéressant.
Donc là, on arrive sur la page d'intro, et quand je fais défiler vers le bas, ça me donne ça, hein. Donc Saint-Malo, petite histoire. Donc ça, c'est les apprenants, hein, qui ont réalisé ça, hein. C'est pas du tout l'enseignant. Et donc ça donne quelque chose comme ça. Je vais bouger ça. Donc un petit texte d'introduction. Ils ont mis une petite carte avec un petit visuel, hein, c'est ici. Ils sont allés récupérer des photos du Corsair sur Couf. Ils ont mis comme ça des petits textes. Ils ont parlé également de Saint-Malo pendant la Seconde Guerre mondiale, en mettant des petits textes. Et ensuite, hein, tout le côté rempart, chemin de ronde, etc., en ajoutant du texte. Tac. Et en ajoutant au final, hein, la vidéo qu'ils ont tournée lors de leur sortie. Donc vous voyez, je le refais passer rapidement, parce que voilà, donc ça donne ça. Vous voyez, ça donne un rendu assez bluffant. Et encore une fois, là, ils sont vraiment dans leur activité de production, ensemble, par groupe. Et c'est un très bon exemple, hein, pour travailler, hein, tout ce qui tourne autour de l'écrit. Alors comment on fait ça? C'est vrai que quand on regarde ça, on peut penser que ben, on va passer 30 minutes dans la mise en page, hein, et ben pas du tout, hein. C'est vraiment très simple. Je vais vous montrer comment ça se passe. Euh, je vais me, je vais me mettre en production, vous allez voir, hein. Je vais faire un plus page. Donc, on arrive sur quelque chose comme ça. Là, tout à l'heure, il y avait là la photo de Saint-Malo, hein. Donc, vous voyez, on peut ajouter un titre, ajouter une photo, hein. Donc, il suffit que je clique sur le plus. Et à chaque fois, ensuite, je vais rajouter comme ça des petites cartes, soit des petites cartes photos, soit des petites cartes texte, soit des boutons qui correspondraient à des séparations de chapitres, des boutons de vidéo. Ça, c'est pour la mise en page des photos, et ça aussi, même chose. Donc, vous voyez, c'est très intuitif. Et l'avantage, hein, d'être sur ce genre d'outil, c'est que ce soit pour l'enseignant ou que ce soit pour les apprenants, eh ben, ils ne perdent absolument pas de temps sur la manipulation technique de l'outil, hein. C'est très intuitif, ils comprennent tout de suite comment ça fonctionne, et ils se concentrent uniquement, hein, sur le contenu, ce qu'ils vont développer, hein, par cet outil. Je vais arrêter le partage et je vais revenir sur la fenêtre. Tac. Spark. Hop, présentation. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissaient cet outil, peut-être dans les questions-réponses? Je suis en train de regarder. Hop, pas du tout, non. C'est gratuit, c'est un outil gratuit. Il suffit de simplement créer un compte. Et vous pouvez comme ça mettre en action, hein, vos apprenants dessus. Donc non, il n'y a pas beaucoup de... D'accord, voilà. Donc vous voyez, c'est... Ok, parfait. Donc moi on l'utilise bien évidemment, hein, un des exemples que l'on a vu tout à l'heure, hein, pour tout ce qui est compte rendu. Donc quand ils font des sorties pour faire un compte rendu, on peut faire également, je sais qu'il y a des collègues enseignants qui utilisent beaucoup cet outil pour faire tout ce qui est synthèse de chapitres. Donc s'ils travaillent avec un manuel papier, et ben, à la fin de ce manuel, à la fin soit du chapitre, soit du semestre, et ben, la tâche qui est demandée, c'est de mettre les apprenants par groupe, et ils vont comme ça créer une page où ils vont réactualiser tous les acquis qu'ils ont vus pendant le chapitre, que ce soit des acquis grammaticaux, que ce soit des acquis lexicaux, que ce soit des acquis culturels. Et comme ça leur donne une sorte, si vous voulez, de portfolio de groupe qu'ils ont construit en commun. Et ce qui est intéressant, c'est que dans une classe, si on a deux groupes ou si on a trois groupes, et si on les fait travailler sur la même tâche, c'est-à-dire faites-moi la synthèse du chapitre, eh ben, peut-être que la réalisation de cette page va être différente d'un groupe à l'autre.
Et encore une fois, là, c'est intéressant parce que ça va les faire parler entre eux. L'enseignant va les mettre en questionnement. Pourquoi tu as présenté comme ça? Pourquoi toi, tu as présenté autrement? Pourquoi tu as choisi ça? Et encore une fois, c'est une façon d'utiliser la langue, c'est une façon d'utiliser la réactualisation de leurs connaissances d'une autre manière. Est-ce qu'il y a des questions? Faut-il s'entraîner avant d'utiliser Adobe Spark avec les élèves? Non. Oui, je t'écoute, Aurélie. Oui, voilà, il y a des questions qui sont revenues plusieurs fois. Donc, est-ce qu'on peut récupérer la production des apprenants sur Oui, alors Spark? pour les exports, on va le voir là. Alors, je vais repartager mon écran. Comme ça, je vais revenir sur le. Tac, tac, tac. Et on me demandait aussi, est-ce que la production a été corrigée Non, avant la présentation des élèves parce qu'ils n'ont pas trouvé de faute? non. Alors, je vais revenir dessus juste après. Alors, je vais revenir sur ça, hein, les corrections, parce que pour moi, j'ai une vision assez particulière de la chose. Alors, je vais reprendre le Saint-Malo là. Hop. Donc, une fois qu'elle est finie, on a les boutons partage, hein, share. Et donc, ça me génère un lien, d'accord? Ce lien-là, hein, j'ai une option ici, un publish option. Alors c'est vrai que c'est en anglais, mais bon, c'est pas un anglais, on va dire, assez compliqué. Et avec cette option-là qui est ici désactivée, ce qui me permet de rendre cette présentation uniquement accessible à ceux qui disposent de ce lien-là. D'accord, hein. Et c'est ce lien-là qui va permettre à tout le monde cette présentation. Si par contre, l'objectif d'utiliser cette présentation pour une audience générale, une audience publique, c'est-à-dire que là, je souhaite que tout le monde puisse voir cette présentation sans qu'ils aient ce lien-là. Eh ben, je vais dans les options, hein, je vais soit activer ça, ou soit hein, directement publier sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ou ici, EMB, c'est pour générer un code qui va permettre d'intégrer directement cette présentation soit dans un site internet ou soit dans un blog. Voilà pour les options. Souvent, ce qu'on me demande, c'est est-ce qu'il est possible de l'imprimer? Je dirais oui, il est possible de l'imprimer si vous voulez, mais par contre, il faut bien comprendre que si vous l'imprimez, bah, vous allez perdre tout ce qui est vidéo. Ça ne passera pas à l'impression papier ou éventuellement des audios qui ont été déposés. Ensuite, sur la correction, moi, j'ai pris un parti, on va dire, fixe, qui est de ne pas brider les apprenants sur les écrits, ou sur les productions orales qu'ils font. Donc en général, même s'il y a des fautes, soit je laisse, ou soit je leur dis si vraiment ils veulent faire quelque chose de propre. Je leur dis, ben, écoutez, votre présentation là, présentez-la à l'autre groupe. Et l'autre groupe va regarder un petit peu tout ce qui est présentation générale, va regarder l'iconographie, va regarder le texte. Et c'est là où l'autre groupe va peut-être trouver des erreurs et va dire, bah tiens, là, regarde bien parce que ce mot-là, il est peut-être mal orthographié ou là, tu as oublié l'accord par rapport au participe passé, etc. Donc en général, je les laisse se corriger entre eux. Et si vraiment ils veulent faire quelque chose de propre, ils peuvent me demander est-ce que vous pouvez regarder pour voir s'il y a des fautes. Et si jamais ils me demandent pour voir s'il y a des fautes, moi je regarde la production, mais je leur dis pas, je pointe pas là où est la faute. Je leur dis, j'essaye à ce qu'ils me disent, que ce soit eux qui me disent ah oui là je me suis trompé. Donc je vais leur dire par exemple, dans cette présentation là, j'ai trouvé 2 fautes. Et puis je peux peut-être les orienter, 2 fautes grammaticales. Trouvez-les. Quelles sont les fautes? Et c'est à eux de venir vers moi pour trouver ces fautes. Ça, c'est ma vision des choses. Parce que c'est vrai que tout ce qui est
correction-sanction, moi, ça me pose un souci en tant qu'enseignant. Mais bien évidemment, si vous voulez la corriger par la suite, hein, vous êtes totalement libre de votre choix. Voilà pour cette partie-là. Je continue peut-être et puis je reprendrai certaines questions qui ont été posées là-dessus. Donc deuxième, donc on a vu le nuage de mots collaboratif, on a vu la création très simplement d'une page numérique. Ce qui peut être également bien pour renforcer l'implication des apprenants, et là du coup on va travailler uniquement avec les outils nomades, hein, que ce soit tablette ou smartphone, c'est tout simplement d'utiliser l'application caméra qui n'a pas à être installée, hein, puisque c'est une application que vous avez par défaut hein, sur votre smartphone ou sur votre tablette. Et utiliser cette application caméra, pourquoi ça peut être intéressant? Parce que bah, du coup, là, on n'a pas besoin d'être connecté. Alors qu'avant, effectivement, on avait besoin d'une connexion. Si jamais on a des problèmes de connexion, eh ben, on va quand même pouvoir utiliser cette application caméra. Alors, pour faire quoi exactement? Eh ben, tout simplement pour contextualiser les actes de parole. Je vous prends un exemple. Si on étudie par exemple l'acte de parole «demander le chemin», eh ben, il peut être très intéressant de demander à ces apprenants, s'ils ont le droit, s'ils ont la liberté de se mettre en groupe, de commencer à travailler sur un petit dialogue acte de parole et vraiment de le scénariser en vrai, soit dans la rue, soit dans la cour de l'école ou soit dans un autre lieu. Pourquoi c'est intéressant de les mettre en groupe et de les faire travailler sur cette application-là? Parce que ça va leur permettre, de faire cette production-là et surtout de se voir. Et c'est ça qui est intéressant avec le numérique, hein, c'est toute cette rétroaction immédiate que l'on a. Et le fait de faire une production et de se voir dans les 2 secondes, ça va donner une possibilité aux apprenants de travailler sur l'autoscopie. L'autoscopie étant l'analyse réflexive de sa propre production. C'est-à-dire que un apprenant va voir ou va entendre ses propres défauts, soit de prononciation, ou va voir qu'il est pas du tout naturel dans sa prononciation. Et c'est vrai que ça, on l'utilise beaucoup. Moi, j'utilise beaucoup. Je vais peut-être vous montrer un petit exemple. Alors, je vais faire passer là-dessus. Alors c'est pas un des exemples avec des apprenants que je connais parce que j'ai pas eu les autorisations de vous le montrer, mais c'est un exemple d'un collègue. Oui, merci. Et puis oui, ça. C'est un exemple d'un collègue américain qui a une classe de français et qui a demandé à ses apprenantes de scénariser, de se filmer sur l'acte de parole invitation. Donc ça donne ça, vous allez voir. Bonjour Angie, comment ça va? Ça va comme ci, comme ça, et toi? Ça va bien, tu veux manger au café avec moi? Oui, je voudrais bien. Demande à midi. À demain. Salut! Salut. Voilà, hein, donc vous voyez, c'est très simple, ça donne véritablement une vraie motivation aux apprenants et puis surtout ça contextualise la langue. Et ce qui est intéressant avec cette application caméra, c'est tout le processus je vous mets en groupe, vous avez un acte de parole à faire, vous faites cet acte de parole, si vous n'êtes pas content, vous le refaites, vous visionnez votre vidéo, vous essayez de trouver vos propres erreurs et une fois que vous êtes content de votre vidéo, vous me la donnez et moi, avec mon regard d'enseignant, je vais éventuellement l'évaluer soit devant toute la classe, si vous me donnez la permission, ou soit je le fais en privé avec le groupe. Donc vous voyez, c'est une pratique qui est vraiment très intéressante à mettre en place. Au niveau manipulation, il n'y a rien à apprendre. En général, les apprenants d'aujourd'hui, ils font des vidéos quotidiennement avec leur smartphone, donc ils sont OK avec ça. Et un enseignant qui n'a pas l'habitude des smartphones, pareil, vous allez voir, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton enregistrement et ensuite sur le bouton replay pour se revoir. Et ça donne vraiment des choses très intéressantes.
en production orale. Et là, encore une fois, production orale de groupe. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent ça dans leur classe. Est-ce qu'ils écrivaient dans le question-réponse hein, pour me dire s'il y en a qui le font. Alors, où nous pouvons obtenir cette application, il n'y a pas d'obtention d'application, c'est directement sur votre smartphone. Que vous soyez sur un Android, que vous soyez sur un Windows, que vous soyez sur un Apple, c'est une application native. Le montage marche comment? Ben là, tout dépend. On peut soit aller sur des outils d'édition en ligne très simples, soit sur des petits logiciels pratiques, si on veut faire du montage simple. Mais en général, il faut que ça reste simple. Voilà. Ok, parfait, parfait pour tout le monde. Ok. Donc voilà, l'application caméra hein, qui est vraiment très pratique. Dernier outil que j'aimerais vous présenter parce que c'est quelque chose qui est pour moi intéressant pour faire comprendre que l'apparition du numérique dans la classe ne veut pas dire forcément disparition du papier. C'est souvent un des stéréotypes qui court très souvent. Et pour faire, si vous voulez, le pont ou la passerelle entre qu'est-ce qu'on peut faire avec des ouvrages papier et comment on peut y associer le numérique, eh ben, on va utiliser ce qu'on appelle des QR codes. Là, vous avez ici le petit mot QR. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, les QR codes. Ce sont des petits... alors, est-ce que je peux vous montrer est-ce que j'en ai un, quelque part des petits, vous l'avez là de toute façon, des petits carrés pixelisés que vous trouvez aujourd'hui un petit peu n'importe où, hein, sur tous les produits, que ce soit les produits dans les supermarchés, si vous achetez du shampoing, si vous achetez des pâtes, etc. Si vous tournez le paquet, vous avez un petit carré. Et en fait, ce petit carré va vous permettre d'accéder à des informations, à d'autres informations, type audio, vidéo, photo, etc. Pour accéder à ces informations-là, il suffit d'un lecteur de QR code que cette fois-ci vous devez installer si vous êtes sur une tablette ou si vous êtes sur un smartphone. Il y en a beaucoup hein, des petits lecteurs de QR code. Moi j'utilise, c'est vrai que si vous êtes sur des Android ou si vous êtes sur des appareils Apple, il y a un petit QR code qui est bien, je le mets dans le question-réponse, je ne sais pas si c'est apparu, qui s'appelle Enigma. Je vais peut-être je le repasserai peut-être tout à l'heure en partage d'écran. Donc Enigma, petit lecteur de QR code qui va vous permettre justement de lire tout ça. Alors il suffit d'avoir, comme vous le voyez à l'écran, pour lire ces QR codes, il faut soit un smartphone, soit une tablette. Voilà, il y a la petite note. Hein. Pour créer ces QR codes, on les crée aussi gratuitement en ligne avec un ordinateur. Donc pour la création, il faut un appareil par groupe ou par classe, hein, et pour la lecture, hein, il faut un appareil par personne, ou alors on peut passer l'appareil. Alors ça sert à quoi exactement? Alors je vous montre ici, pour ceux qui ne connaissent pas le principe des QR codes, là du coup pour un exemple bien particulier qui est la médiathèque, hein, donc dans une école de français, comment on peut comme ça associer le numérique à la médiathèque qui est souvent sous des supports papier. Eh bien on va demander aux apprenants de prendre un livre dans cette médiathèque et de faire, si vous voulez, une espèce de fiche de lecture numérique, ou alors une opinion, ou alors y associer une adaptation cinématographique, ou y associer des quiz. Et pour faire ça, ils vont créer donc un QR code qui va renvoyer vers ces ressources. Hein. Donc le QR code, en général, on le crée dans le nuage, c'est ce que vous avez à l'écran, petit nuage bleu, hein. Et donc dans ce nuage, on peut mettre tout ce que l'on veut, hein, que ce soit photo, vidéo, texte, audio, etc.
Et sur le nuage, on va prendre le lien de partage qui va nous permettre ainsi de faire ce QR code. Et toutes les personnes qui iront dans cette médiathèque, s'ils souhaitent avoir des informations supplémentaires sur ce livre, eh ben, ils prendront leur smartphone et puis ils scanneront ce petit QR code et ça les enverra sur des informations supplémentaires. Donc c'est quelque chose qui marche très bien. Moi, c'est vrai qu'on me demande beaucoup en formation d'intervenir là-dessus. Et c'est une façon vraiment très intelligente et très pratique hein, d'impliquer les apprenants dans tout ce qui est lecture d'ouvrages papier. C'est pas simplement que la lecture du texte, s'ils veulent également y ajouter une fiche de lecture, une bande-annonce du livre, une opinion critique, eh ben, ils vont le faire de cette façon-là. Voilà pour, ce que je voulais vous dire. Je vais peut-être vous montrer, je vais repartager mon écran pour vous montrer un des exemples d'une fiche de lecture. Alors, hop, partager l'écran. Donc là, vous avez normalement mon écran. Et alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Alors, normalement, vous avez, je vais le mettre je vais réduire la taille. C'était pour l'Alliance française de Kuala Lumpur, il y a quelque temps, hein, j'étais intervenu chez eux. Et donc, ils avaient un ouvrage papier sur un livre, voilà. Alors, c'est pas pour faire de la pub, hein, encore une fois pour ma région, hein, mais un livre de recettes, hein, La Bretagne gourmande. Et la question, c'est, tiens, ce livre de recettes-là, comment est-ce que je peux faire autre chose? Comment est-ce que je peux attirer d'autres apprenants pour le lire? Et donc, ils ont créé sous Word une petite fiche comme ça. Et donc, il y avait une recette sur le coco de Paimpol. Et donc, ils ont mis une carte avec un hyperlien qui renvoie vers cette carte, avec une vidéo de la découverte de Paimpol, avec un audio qui reparle du coco de Paimpol, avec une activité qui a été faite, hein, une espèce de petit quiz qui a été faite sur un outil en ligne. Et puis, recette de coco de Paimpol, lieu jaune et beurre au cidre, avec la vidéo de la recette. Et puis, de nouveau, une petite activité où il fallait remettre les différentes phases de cette recette dans l'ordre. Et ça, ce PDF-là, eh ben, il était derrière le QR code. C'est-à-dire que